Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc nous allons continuer la présentation des axes du programme de notre module Relations économiques internationales. Dans cette séquence 3, nous allons présenter le contenu du deuxième axe principal sur la mondialisation, la définition, les concepts, les étapes et les facteurs de ce phénomène. Donc dans cette séance, il sera question de deux éléments ou sous-éléments. Le premier, c'est celui des définitions de certains concepts, celui de la globalisation et celui de la mondialisation. Puis, un deuxième élément sur les phases de la mondialisation, c'est-à-dire l'évolution du phénomène mondialisation depuis sa naissance jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, la mondialisation, c'est un des termes et des concepts clés qu'on trouve bien sûr à côté de celui de la globalisation lorsqu'on s'intéresse aux relations économiques internationales et aussi lorsqu'on s'intéresse aux composantes, à une des composantes principales de ces relations économiques internationales, à savoir les relations commerciales, du fait que ce phénomène de mondialisation et de globalisation économique a une influence très importante sur le commerce international d'une façon générale, mais aussi sur les économies des différents pays tout court. Donc c'est quoi la définition de la mondialisation et c'est quoi la définition de la globalisation économique? Donc la mondialisation, là je veux présenter deux définitions différentes. Une pour la mondialisation qui est donnée par André Gautier dans son livre L'économie mondiale des années 1880 jusqu'aux années 2000, donc édité par les éditions Brial en 1999, dans lequel il donne la définition suivante pour la mondialisation. Donc il écrit « La mondialisation, c'est un phénomène caractérisé par l'interpénétration des économies à l'échelle planétaire. » Une interpénétration, phénomène caractérisé par l'interpénétration des économies à l'échelle planétaire, les échanges, les mouvements des capitaux et la circulation des informations sont des éléments marquants de ce phénomène. J'ai déjà parlé dans la séance dernière, quand j'ai parlé des relations économiques internationales, quand on a parlé de la branche des relations économiques internationales, on a dit que ces relations, elles s'intéressent à ce qui est, c'est-à-dire aux interventions qui dépassent les frontières des pays. Donc là, les échanges ou les mouvements des capitaux, donc on a une mobilité des biens, la mobilité des capitaux, la mobilité des hommes. Donc lorsqu'on a parlé lors de la séance dernière de ces mobilités, nous avons dit c'est exactement le contenu du phénomène mondialisation. C'est ces trois M, la mobilité des biens, la mobilité des capitaux et la mobilité des hommes. Bien sûr, on parle là de l'interdépendance, de l'interpénétration des économies, et on parle de la circulation des informations. Quand on dit les informations, donc on parle des données. Donc, phénomène, la mondialisation, c'est un phénomène caractérisé par l'interpénétration des économies à l'échelle planétaire.
Donc, des zones d'ombre dans lesquelles les décideurs étatiques ne peuvent pas intervenir. Pourquoi? Parce que ça dépasse les limites de leur territoire respectif. Interpénétration des économies à l'échelle planétaire, les échanges, donc qui dit les échanges, c'est la mobilité des biens, qui dit le mouvement des capitaux, c'est la mobilité des capitaux, et qui dit mobilité des hommes, les trois aspects que j'ai signalés dans la séance dernière. Homme avec un grand H veut dire la mobilité des hommes et des femmes. Ça peut être la mobilité des touristes pour des objectifs de détente. Ça peut être la mobilité de la main-d'œuvre pour des objectifs de travail. Ça peut être la mobilité des hommes d'affaires pour des objectifs d'investissement. La recherche de nouvelles opportunités d'investissement. Mais aussi, il peut y avoir un mouvement d'hommes, donc de population, pour des raisons qu'on connaît au jour d'aujourd'hui, comme c'est le cas donc de la fuite des conflits et des guerres dans les différents coins donc de la planète, comme ça s'est passé des pays du monde arabe depuis les mouvements de 2011 jusqu'au jour d'aujourd'hui, que ce soit de la Syrie ou de la Tunisie ou de la Libye ou de différentes régions où il y a eu ce déclenchement, le Yémen, ce déclenchement donc de ces conflits armés. Donc les gens cherchent à fuir et à chercher beaucoup plus donc de sécurité dans les pays stables et développés et économiquement, comme c'est le cas des pays donc de l'Europe occidentale. La deuxième définition, c'est la définition de la globalisation. Donc pourquoi la globalisation? Tout simplement parce que certains pays anglophones ou les pays anglophones utilisent beaucoup le mot globalisation. En anglais, l'ittarjmat al-faransiya par globalisation. Certains disent que c'est une mauvaise traduction donc de mot globalisation. Donc, alors que les pays francophones utilisent beaucoup plus le mot mondialisation, mais certains auteurs francophones utilisent le mot globalisation non pour parler du phénomène de mondialisation, mais pour parler de la troisième phase de la mondialisation, comme nous allons le présenter dans quelques instants. Mais globalisation, l'auteur de tout à l'heure nous donne, c'est-à-dire André Gauthier, nous donne une autre définition pour le mot globalisation. Il écrit « c'est l'interdépendance des économies nationales dans un marché mondial de production et d'échange unifié par la stratégie des firmes multinationales et le développement des investissements directs à l'étranger ». Si on regarde les deux définitions, on va constater qu'il y a des mots qui vont avoir la même chose. Tout à l'heure, elle parle de l'interpénétration des économies nationales, l'interdépendance des économies nationales. C'est à peu près la même chose. Donc quoi? Dans un marché mondial unifié de production, dans un marché mondial de production et d'échange, bien sûr c'est ce qu'on fait dans le marché mondial, on produit et on commerce, on échange, selon les principes que nous avons expliqués dans la séance dernière, pourquoi les pays du monde échangent-ils. Donc il y a des raisons pour cela, nous l'avons expliqué dans la séance dernière. Donc là, c'est la globalisation, c'est l'interdépendance des économies nationales dans un marché mondial de production et d'échange unifié, موحد بماذا؟ بالاستراتيجيات التي تضعها الشركات الكبرى. Stratégie unifiée
par les stratégies des firmes multinationales et le développement des investissements directs à l'étranger. موحد عبر الاستراتيجيات التي تضعها الشركات العظمى ما يسمى الشركات المتعددة الجنسيات أو الشركات العابرة للقارات. سنأتي في حصص مقبلة للحديث عن الفرق بين هاتين النوعين من الشركات. Donc, stratégie d'une firme mondiale qui a une vision mondiale du marché et de la concurrence. Donc, on n'est plus dans cette globalisation, on n'est plus dans les logiques nationales, d'économie nationale, de territoire national. Ces grandes entreprises multinationales, الشركات العابرة للحدود، الشركات المتعددات الجنسيات, n'ont pas cet esprit donc très serré du marché et de l'investissement et du profit. Donc ils ont une vision globale. نظرة عامة. Pourquoi? Pour le marché, pas la société Total, qui est une société française donc spécialisée dans le domaine donc des hydrocarbures, n'a pas une vision française du territoire français. Elle est partout dans le monde. La même chose pour la société Mitsubishi du Japon. La même chose pour la société Toyota du Japon. La même chose pour la société Mercedes de l'Allemagne. Ils n'ont pas de vision territoriale très limitée. Non, ils ont des stratégies, une vision, des visions mondiales du marché et de la concurrence. Donc, et ces grandes entreprises ont parfois des pouvoirs très puissants. Ils peuvent influencer des décideurs politiques. Ils peuvent influencer des dirigeants d'État. Donc, quand on parle de la globalisation économique, donc c'est une globalisation des économies, une interdépendance dans un marché mondial de production et d'échange. Ces entreprises, quand elles produisent, ils ne produisent pas pour leur propre territoire national ou pour le compte du territoire de leur pays d'origine. Non. La société Renault, quand elle produit, elle a une vision du marché et de la production et de la concurrence dans le marché mondial. Parce que si ces produits, sa voiture ne sera pas commercialisée en France uniquement. Il va être amené à concurrencer, à entrer en concurrence avec d'autres entreprises qui produisent le même produit qui est celui donc de l'automobile. Donc dans les chapitres de ce programme, nous allons utiliser beaucoup plus le terme et le concept mondialisation, principalement parce que plusieurs auteurs estiment que celui de globalisation, que le terme de globalisation n'est qu'une mauvaise traduction de l'anglo-américain globalization. Et ça, ce sont les propos avancés par Gérard Lafay dans son livre Comprendre la mondialisation, produit dans les éditions Economica pour une 4e édition en 2002. Donc nous, on va utiliser, pour parler l'hadith an dahirat al-ulama, on va utiliser le mot mondialisation. Mais on peut utiliser le mot globalisation, comme nous allons le voir, lorsqu'on va parler d'une phase spécifique dans l'évolution donc du phénomène de mondialisation, qui est la phase 3 donc, de la mondialisation. Donc la plupart des chercheurs en matière d'économie mondiale et dans le domaine des relations économiques internationales insistent sur la relation entre la mondialisation et l'essor des firmes multinationales et transnationales. Nous venons de le voir via et à partir de la discussion que nous avons faite sur la définition de globalisation. Donc,
c'est une relation très étroite entre le processus de globalisation, donc de mondialisation, et l'existence donc de ces entreprises multinationales et transnationales, notamment dans la deuxième moitié du XXe siècle. Cependant, d'autres chercheurs estiment, donc certains parlent de cette explosion du phénomène dans la deuxième moitié du XXe siècle, mais certains auteurs qui s'intéressent au côté historique donc, des phénomènes économiques, comme nous l'avons déjà présenté dans la séance précédente, certains parlent ou estiment que l'origine de la mondialisation remonte à la période du Moyen-Âge. Et ils nous donnent des exemples, c'est par exemple des exemples comme c'est le cas, des grands marchands et banquiers qui disposent de comptoirs dans les différentes régions d'Europe et du Moyen-Orient. Quand on parle de l'existence du comptoir, c'est-à-dire des points de vente, c'est l'équivalent aujourd'hui des filiales. Il y en a des branches de leur société. Et ça existait selon ces auteurs depuis la période du Moyen-Âge. Et donc cela montre quoi? Cela montre l'existence de la vente et de l'achat en dehors donc, du territoire national depuis longtemps. Depuis cette période du Moyen-Âge. Et ça, ce sont des propos qui ont été discutés par Paul Hirst et Graham Thompson dans un livre publié donc en anglais, mais qui a été traduit en arabe. Le livre s'appelait donc Globalization in Question. Donc, The International Economy and Possibility of Governance. Yani, la globalisation économique, son rôle dans le développement donc, de l'économie mondiale ou à les possibilités de gouvernance. Donc ce livre donc, a été traduit en arabe. Il parlait donc de ses origines, donc entre autres des origines donc, de cette mondialisation. Donc la mondialisation, au sens actuel, a connu un grand essor durant la deuxième moitié du XXe siècle. Donc le développement, tout le monde parle du phénomène de mondialisation, c'est vrai, à partir des années 60 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on parle de l'essor, d'un grand essor, donc d'une grande évolution, d'un grand développement de la mondialisation à partir des années de deuxième moitié du XXe siècle, plus précisément les années 60 et les années 70 pour plusieurs raisons. Donc, nous, pour donner plus de détails et pour mieux présenter le phénomène de mondialisation, donc nous allons présenter cette évolution de la mondialisation à travers les principales étapes donc, de cette mondialisation. Donc la première étape, donc il y a 3 étapes dans le développement de cette mondialisation. Donc ces 3 étapes sont celles de l'internationalisation, donc l'internationalisation économique. Première étape, celle de l'internationalisation économique. Puis la deuxième étape, c'est celle de la période de la transnationalisation, période de transnationalisation. Puis la troisième étape, celle de globalisation économique. 3 principales étapes dont est passé le phénomène donc, de mondialisation. Donc pour la première étape, la phase donc, de l'internationalisation, c'est l'étape la plus ancienne donc, du phénomène mondialisation
il correspond à la première phase d'ouverture des fermes sur l'extérieur. C'est ce qu'on appelle la phase de l'explosion, donc des exportations ou le développement des exportations. C'est-à-dire qu'on parle, donc on a parlé de la période du Moyen-Âge comme origine. كأصل الظاهرة العلماء لسبب رئيسي هو وجود بعض التجار وبعض رجال الأبناق في أوروبا سواء في إنجلترا أو في ألمانيا اللي في مرحلة العصور الوسطى عندهم ديجا دي كونتوار، عندهم ديجا مناطق فين تيبيعوا ويشريوا في مختلف مناطق العالم، خاصة في مختلف مناطق أوروبا الغربية وحتى في آسيا. Donc pour le phénomène concrètement, pour les économistes, ils disent le véritable démarrage au début du phénomène mondialisation, c'est la période de la deuxième moitié du 19e siècle. Donc qui dit deuxième moitié du 19e siècle dit 1850. Pourquoi cette deuxième moitié? Tout simplement parce que c'est là où il y a eu le développement des exportations. Pourquoi le développement des exportations? Parce qu'il faut prendre en considération que le 18e siècle, la fin du 18e, début du 20e siècle, c'est les résultats donc de la révolution industrielle. نتائج تاع الثورة الصناعية في أوروبا الغربية. Donc ces résultats de la révolution industrielle ont fait qu'on produit beaucoup à cause du machinisme. المكننة استعمال الآلات الصناعية أو الآلات الناتجة عن الثورة الصناعية. Donc automatiquement quand on utilise du machinisme, on produit plus que ce dont on a besoin. ننتج أكثر من داك الشيء اللي خاصنا. Donc automatiquement quand on produit plus, on pense à l'exportation. Donc du coup, cette explosion d'exportation, il va avoir deux orientations différentes. L'explosion des exportations des produits industriels finis ou semi-finis, إذا تصدير أو تصدير المواد المصنعة ونصف المصنعة، ولكن باش تصدروا هذه المواد المصنعة ونصف المصنعة خص الدول تجيب المواد الأولية. Donc l'explosion donc des produits et des matières brutes. Donc là, on va avoir une explosion d'exportation, mais des deux sens. L'explosion des exportations des pays développés vers les pays sous-développés et l'explosion des exportations des pays sous-développés des matières premières vers les pays développés. Donc, cela a été un phénomène très important durant la période donc, de la deuxième moitié donc, du 19e siècle, donc 1850 et quelques. C'est durant la deuxième moitié du 19e siècle que s'est produite la véritable internationalisation du commerce pour les raisons que nous venons d'expliquer. Donc les échanges à partir de cette période, les échanges se doublent tous les 20 ans. Quand on parle des échanges, on parle du volume d'échanges. Ils se doublent tous les 20 ans. Donc cela, c'est un indice et un indicateur qui montre le progrès et la continuité d'explosion donc du commerce international. L'Angleterre est l'un des principaux acteurs de cette internationalisation. On se pose la question pourquoi. La réponse elle est simple, tout simplement parce qu'elle a été la première à connaître la révolution industrielle, donc c'est normal qu'il soit la plus importante. Elle est aussi la première à adopter le libre-échange, ça on va le voir dans les séances à venir, mais tout cela elle est en relation étroite avec le phénomène de
révolution industrielle qui avait le jour en Angleterre. Il a adopté le libre-échange entre 1848 et 1875 et il est à l'origine de la diversification géographique des marchés. Donc le libre-échange, c'est une politique qui est adoptée par la Grande-Bretagne, qui se base sur quoi? Sur l'ouverture des frontières de la Grande-Bretagne. Quand est-ce qu'on peut avoir ce comportement d'ouverture de frontières? C'est lorsqu'on a une économie forte, on n'a pas peur de la concurrence. Si on a peur de la concurrence, on adopte le protectionnisme. Donc, on ferme les frontières de différentes façons. Ça, on va y venir un peu plus tard pour expliquer les deux types de politiques de libre-échange et de protectionnisme économique. Donc, il a adopté le libre-échange depuis presque la moitié du 19e siècle, 1848, mais aussi il est un des piliers et un des pionniers en matière de diversification géographique des marchés. Qu'est-ce que ça veut dire diversification géographique des marchés? C'est-à-dire, il exporte vers différentes régions du monde et il importe des différentes régions du monde. Donc, la diversification des marchés. La deuxième phase de la transnationalisation. Donc cette phase de transnationalisation débute après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire début des années 50. Donc si je peux schématiser, je peux faire une sorte d'axe de temps. Donc 1800, le début du 19e siècle, 1850, le début de la première phase, jusqu'à 1950. Donc, là, c'est la première phase, la phase donc, de l'internationalisation. La deuxième phase, la phase de transnationalisation, donc c'est les années 50, les années 60, jusqu'aux années 70, donc c'est la phase donc, de la transnationalisation. Puis des années 80 jusqu'à aujourd'hui, 1980 jusqu'au-là, c'est la phase de globalisation économique. Donc si on regarde, on fait une simple lecture de ce schéma, on constate que la première phase, c'est la plus importante. 1850 jusqu'à 1950, c'est presque un siècle. C'est la phase de l'internationalisation économique, c'est la phase où les économies ont basculé des économies nationales aux économies internationales, ou la phase dans laquelle l'option de l'internationalisation est beaucoup plus importante via, bien sûr, le commerce international. Donc, la phase de transnationalisation vient de quoi? Vient du fait qu'on dépasse de plus en plus les frontières transnationales, abir lil hudud. Et c'est de là que c'est venu aussi l'expression les firmes transnationales, sharikat abira lil hudud. اللي بحالها من حيث القوة بحال الشركات المتعددة الجنسيات. Les firmes multinationales, mais on va parler, je l'ai dit, des différences entre ces deux types d'entreprises un peu plus tard. La phase de l'internationalisation est caractérisée par l'essor des investissements directs à l'étranger. La phase de l'internationalisation, l'oula, elle est caractérisée par l'explosion des exportations. La phase de la transnationalisation, elle est caractérisée par l'essor, l'explosion aussi, mais des investissements directs à l'étranger. L'istithmarat, l'ajnabiya, l'mubashira, b'l-kharij. C'est durant les années 50, ces investissements sont limités aux produits bruts,
c'est-à-dire les produits agricoles et les produits miniers, donc les matières premières. Puis dans les années 70, les années 60, les industries commencent à attirer de plus en plus d'investissements. Donc c'est la naissance de la délocalisation économique. يعني إعادة توطين الأنشطة الاقتصادية، يعني شركة فرنسية أو إنجليزية أو ألمانية أو يابانية عوض تستمر في الاستثمار في التراب ديالها، تخرج تستمر بالقرب من مناطق إنتاج المواد الأولية، بل في بعض الأحيان بالقرب من أسواق الاستهلاكية التي ستوجه إليها منتوجاتها النهائية. Donc, les années 50, on investit dans tout ce qui est brut, l'agriculture et les produits miniers. À partir des années 60, c'est le début de l'investissement dans le domaine des industries. Les entreprises donc deviennent transnationales et ne sont plus nationales. Ils sont transnationales, abira lil hudud, donc dépassant les frontières de leur pays d'origine. Cela est possible grâce à la libéralisation des échanges et aussi à la circulation des capitaux. On a parlé tout à l'heure de la mobilité des biens, la mobilité des capitaux. Donc cela, cette facilité de mobilité des capitaux a aidé, a contribué d'une façon très importante à la concrétisation de cette politique de délocalisation, donc d'investissement direct à l'étranger. Durant la décennie des années 60, pour des raisons économiques, une partie des entreprises des pays industriels font fabriquer une part de plus en plus importante de leur production à l'étranger. Les raisons, je les ai expliquées tout à l'heure. Si l'entreprise Renault a mis en place l'usine ou sa chaîne de construction à Tanger, c'est pour un certain nombre de raisons. D'abord, la possibilité de produire à un moindre coût. On a parlé de cela dans la séance dernière, et son rôle en matière du commerce international. Il y a également cette possibilité d'être près d'un marché de consommation. Le marché marocain ou le marché nord-africain ou le marché africain tout court, la possibilité de construire et d'exporter, et c'est ce qui s'est fait d'ailleurs, c'est ce qui a été fait par la plateforme donc de Renault Nissan à Tanger. Donc il y a aussi une main-d'œuvre bon marché, il y a aussi de la jeunesse, il y a aussi un certain nombre de facteurs qui ont fait que ces entreprises ont de plus en plus recours donc à cet investissement en dehors de leur territoire respectif. Donc les sociétés ou les firmes multinationales ont donc joué un rôle majeur dans cette mondialisation des IDE, cette mondialisation des investissements directs étrangers. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des acteurs qui ont un pouvoir très important, notamment en termes de pouvoir financier et économique. La dernière phase donc, de mondialisation, c'est la phase de la globalisation économique. Cette étape, je l'ai mentionné tout à l'heure dans le schéma, qui est en quelque sorte la troisième étape en ce qui concerne le processus de mondialisation. C'est de 1980 jusqu'à au jour d'aujourd'hui. Donc, cette étape est récente, il a débuté durant les années 80. Il correspond à l'installation de véritables réseaux planétaires. On parle donc de réseaux, donc de globalisation, grâce au progrès de la technologie et des services. Donc, rôle important de la révolution informatique, que certains appellent la deuxième révolution industrielle. Donc, on a parlé tout à l'heure des investissements, on a parlé de mobilité des capitaux, on a parlé de facilité de ces investissements, parce que grâce au réseau informatique, un homme d'affaires, donc en Angleterre ou en Amérique ou au Japon, avec un simple clic, il peut passer des quantités de sommes d'argent très importantes d'une banque
japonaise ou française ou allemande ou américaine à une banque marocaine ou égyptienne ou française pour débuter son investissement. Donc tout cela n'était pas possible auparavant. Il y a beaucoup de problèmes d'ordre technique, donc mais avec l'installation de ces réseaux planétaires, donc ces tâches sont de plus en plus faciles. Donc les États sont de plus en plus prisonniers du système monde. Les États دول أصبحت في وضعية لا يحسد عليها لماذا؟ لأنها تعيش وسط هذه الأنظمة. Ils sont prisonniers محبوسة داخل هذه الأنظمة qui concerne différents. On parle du réseau informatique, on parle du réseau financier, on parle du réseau du commerce international, du réseau de, donc une sorte de multitude de réseaux donc, qui ont comme résultat de coincer en quelque sorte et de limiter la main-d'œuvre et la marge de manœuvre de ces États et des décideurs étatiques. Tout un réseau d'informations, d'images et de produits qui traversent les frontières des pays, d'où l'inquiétude des États vis-à-vis des décisions prises à l'extérieur et qui peuvent parfois avoir des retombées sur leur propre territoire. Donc j'ai parlé tout à l'heure, ou on a parlé tout à l'heure de... Pas tout à l'heure, pardon, on a parlé dans la séance dernière d'un système de relations économiques internationales qui est contesté par les États, par les décideurs et par l'Union publique. Et voilà pourquoi il est contesté par les États, tout simplement parce que il y a une certaine inquiétude de certaines décisions qui peuvent être prises dans une région mondiale donnée, mais qui peuvent vite avoir une influence sur un autre pays, en quelque sorte très loin du lieu de la prise de la première décision. Je donne un exemple, c'est pour des raisons liées par exemple au pronostic ou aux perspectives de développement d'une activité d'une société, la société X en France a décidé de licencier, de minimiser, de réduire leur personnel. Ils décident de licencier quelques milliers de personnes. Donc si cette entreprise a une branche au Maroc, il y a de fortes chances qu'elle soit touchée par ce licenciement donc, de personnel. Donc les États n'ont plus l'ensemble des ficelles entre les décideurs étatiques, non plus entre leurs mains les différentes ficelles qui concernent la gestion et la gouvernance de leurs affaires sur leur territoire. Certaines décisions à l'étranger peuvent influencer leur manière de gouverner. Donc on s'arrête sur ce point et à la semaine ou à la séance prochaine plutôt.